Bonjour à tous et à toutes. Je suis Myriam Victor et je suis ravie de vous accueillir à cette webconférence à destination des élus de CSE, des chefs d'entreprise et des RH sur le thème du management à distance. Donc, quelques mots pour présenter Jury Travail pour les personnes qui ne nous connaîtraient pas. Jury Travail est le leader de l'information juridique en ligne. C'est tout d'abord des articles sur l'actualité juridique, mais c'est également un abonnement qui vous donne accès à une base documentaire juridique rédigée dans un langage clair, à de nombreux modèles de courrier ou de contrat, ainsi qu'à une équipe de juristes qui répondent à toutes vos questions par téléphone. Pour cette webconférence, nous avons fait de nouveau appel à l'expertise du cabinet Présence Conseil qui accompagne tout type de structure sur des sujets de qualité de vie au travail et d'impact psychosociaux partout en France. J'ai donc le plaisir de retrouver Madame Bérangère Ittinger, psychologue du travail et docteur en ergonomie du cabinet donc Présence Conseil. Madame Ittinger, bonjour et merci beaucoup d'être parmi nous. Bonjour, bonjour à tous et merci de m'avoir invitée. Donc, comme d'habitude, nous avions mis à votre disposition un formulaire en amont de cette webconférence afin de vous permettre de poser toutes vos questions. Nous les avons transmises à Madame Ittinger qui va y répondre. Nous avons prévu 45 minutes et nous essaierons de nous y tenir. Et si nous avons le temps, nous essaierons de prendre quelques questions supplémentaires. Si vous souhaitez poser des questions au cours de cette webconférence, Alice et Alexandra, nos juristes, sont chargés de vous aiguiller vers des articles ou dossiers de notre site dans la fenêtre de chat. Vous pouvez y accéder via la barre de configuration qui doit apparaître en bas ou sur le côté de votre écran via un bouton avec une petite main. Vous trouvez également les coordonnées du cabinet Présence Conseil sur la présentation que vous avez à l'écran. N'hésitez pas à les contacter si vous souhaitez en savoir davantage sur leurs solutions. Ultime précision avant de commencer, utile en cette période de crise sanitaire, Madame Ittinger et moi-même étant dans des lieux radicalement différents et seuls dans les pièces que nous occupons, c'est pour cela que vous nous voyez sans masque. Donc, vous nous avez envoyé encore une fois beaucoup de questions et merci encore de l'intérêt que vous nous manifestez. Donc, ces questions ont été organisées sous différentes thématiques. Tout d'abord, le maintien de la cohésion des équipes et la motivation des salariés, le suivi du travail effectué et la charge de travail, comment arriver à soutenir ses collaborateurs, la communication et ses outils, et enfin, comment préparer un retour en entreprise. Vous avez été nombreux à nous faire part de cette question également. En guise d'introduction, nous allons commencer par une question assez généraliste qui nous a été envoyée. Comment s'assurer d'une relation manager-salarié et salarié-manager efficace, respectueuse et suivie, permettant d'éviter la défiance? Alors, merci pour cette première question. Une relation finalement de qualité qui apportera satisfaction à l'ensemble des parties, aux managers comme aux managers, en ce contexte de crise et de transformation du travail, notamment vers le télétravail, c'est d'abord une relation qui, en termes de posture, en termes d'échange, va essayer de ressembler à ce qui fonctionnait bien dans le cadre des relations en présentiel. Bon. Ce qui est important, c'est également une relation basée sur la co-construction. Alors, co-construction de quoi? De qui? Eh bien, la co-construction entre l'ensemble des membres qui vont composer une équipe, un collectif de travail, un service, mise en adéquation avec les idées qui peuvent être apportées par le manager. Plus on va vers une co-construction, plus on va aller vers une collaboration et plus on va aller vers finalement une sorte de formalisme qui va apporter satisfaction au plus grand nombre.
Un autre aspect important pour pouvoir aller le plus possible vers cette tendance qui est une relation à la plus qualitative possible, c'est de respecter sa posture en tant que manager. Je vais prendre une illustration. Un manager qui, voilà, dans le cadre de son activité en présentiel, a tendance à être assez participatif, il faut qu'il garde ce contenu-là, cette tendance-là dans le cadre du management à distance. Pareil, pour un manager qui lui aura tendance à travailler de manière assez directive avec ses équipes en présentiel et où ça fonctionne bien, où ça produit des effets intéressants, aura tout intérêt à garder cette même essence, évidemment en mettant quelques ajustements au niveau de ses pratiques managériales pour notamment faire face à la distance géographique, mais en tout cas, l'essence même de l'activité du manager et de sa posture doivent être respectées pour que ça puisse fonctionner. Donc, si on récapitule en quelques mots, maintenir sa posture en tant que manager et travailler sur justement cet aspect de co-construction ont toutes les chances de vous amener vers le maintien d'une relation de travail de qualité. Merci beaucoup. Vous avez été très nombreux également à vous soucier du maintien de la cohésion des équipes. Comment maintenir un collectif alors que tous les membres de l'équipe sont chacun chez eux et quels dispositifs de team building peuvent être envisagés? Alors très souvent, on a tendance à assimiler ce qu'on va appeler l'équipe avec ce qu'on va aussi appeler le travail collectif ou le collectif de travail. C'est pas tout à fait la même chose. Une équipe peut être composée de plusieurs personnes, de dizaines de personnes, voire éventuellement dans des cas extrêmes d'un nombre encore plus important de personnes comme des centaines de personnes, mais ce ne sont pas des collectifs. Un collectif de travail, finalement, va réunir des personnes autour de principes communs, autour d'objectifs communs, avec des règles de fonctionnement qui, elles aussi, vont être communes. Maintenir la cohésion d'équipe, ça implique d'abord de mettre en place ce qu'on va appeler justement ce travail collectif. Donner les moyens plutôt aux salariés de construire ensemble des règles qu'ils vont partager, qu'ils vont pouvoir faire vivre au quotidien. Maintenir la cohésion d'équipe, c'est faire en sorte que tout ce contexte de distance physique, de distance géographique auquel on va être indéniablement confronté, notamment dans un contexte de télétravail, eh bien puisse quelque part voir ses effets se gommer petit à petit au profit du maintien d'une relation sociale qui va être de qualité. Un élément à ne pas négliger, c'est quand on construit une cohésion de groupe ou une cohésion collective, c'est d'interroger les personnes sur leurs attentes individuelles, mais aussi collectives. Donc, ça peut être aussi l'une des tâches du manager de proximité d'interroger les membres de son équipe là-dessus pour que là aussi, on soit dans un principe vraiment de co-construction, de collaboration et faire en sorte que ce qui est apporté par chacun puisse justement créer le fondement du collectif de travail. Au niveau des dispositifs de team building, il en existe vraiment de toutes sortes. Il y a d'ailleurs plein de sociétés qui, depuis quelques années, on en fait un petit peu, je dirais, leur activité principale. Bon, il existe des choses assez simples qui vont bien fonctionner dans des contextes de distance, notamment dans des contextes de visioconférence avec des équipes assez réduites, jusqu'à 10, 15 personnes grand maximum. C'est tout ce qui va concerner le brainstorming sur un sujet en particulier. Bon, on va ensuite évoquer ensemble quels sont les avantages et les inconvénients de ces techniques. On va avoir également les techniques dites d'icebreaker, donc destinées à briser la glace. Donc, on fait intervenir des personnes au sein d'un collectif. Au départ, c'est un peu compliqué de permettre à chacun de se manifester, de prendre la parole. On va lancer un sujet et on va demander aux personnes de verbaliser, de dire quelques mots. Là où c'est intéressant, c'est de lancer un sujet directement en lien, soit avec le sujet de la réunion qu'on est en train de mener, soit avec les activités directement réalisées par les personnes. Parce que du coup, on n'est pas que sur
un schéma qui va permettre de briser la glace, mais on va être aussi sur un schéma dit de co-construction, pour reprendre mon idée de départ, et voilà, qui va vraiment permettre d'apporter quelque chose au collectif et à l'activité réalisée par chacun. Ce qui peut être aussi intéressant en termes d'activité de team building, c'est de mettre en place avec certains collaborateurs, certains services, ou peut-être une partie d'un service qu'on va appeler des ateliers dits de production sur des thématiques en particulier. Admettons que l'une de vos vocations en tant que manager, c'est d'instaurer l'utilisation d'un nouvel outil technologique au sein de votre équipe. C'est de faire quelques semaines en amont, travailler ensemble vos collaborateurs sur qu'est-ce qui pourrait leur plaire sur cet outil, qu'est-ce qui leur plaît moins, quelles sont les zones de progrès, comment permettre d'améliorer. Donc voilà, on est vraiment sur des ateliers thématiques de production où chacun va pouvoir apporter quelque chose et in fine, ce n'est pas la production individuelle qui nous intéresse, mais c'est la production du collectif. Donc ça aussi, ça peut être une idée de team building intéressante. Un élément à retenir, c'est que toutes ces activités de team building vont avoir pour énorme avantage de faciliter la cohésion de groupe, donc de créer du collectif de travail, comme on en a parlé juste avant, mais elles sont aussi très sollicitantes sur le plan cognitif pour l'animateur et en l'occurrence le manager si c'est lui qui anime. Donc, il faut bien avoir à l'esprit que pour le manager, ça va être une tâche en plus à laquelle il va devoir accorder du temps, à laquelle il va devoir accorder de l'énergie. Et bien souvent, il y a un temps de préparation qui peut être assez conséquent, parfois de l'ordre de quelques heures pour pouvoir construire une activité de team building qui va pouvoir correspondre à la vie de son équipe et aux personnalités de son équipe. Une activité de team building qui fonctionne, c'est une activité qui va apporter sur le plan pratico-pratique aux personnes de l'équipe. C'est une activité qui va permettre à chacun de s'exprimer. Donc, en l'occurrence, on n'aura pas de personnes qui vont rester trop en retrait, mais c'est aussi une activité qui va être bien gérée, bien maîtrisée pour éviter les sursollicitations cognitives chez le manager qui, elle aussi, pourrait avoir éventuellement des effets néfastes. Très bien, merci, merci beaucoup. Alors une autre question qui se pose, en cette période de crise sanitaire, on entend souvent parler d'entreprises qui malheureusement licencient, mais il y a également des recrutements. Comment intégrer de nouveaux salariés dans une équipe qui est éparpillée, chacun chez soi? Alors, c'est vrai que c'est une bonne question et c'est une question qui prend aussi tout son sens parce que fort heureusement, il y a des entreprises qui sont sur ce versant du recrutement et c'est ce qui permet aussi d'alimenter les équipes. Le processus d'intégration est indéniable. Alors, vous allez me dire, comment on met en place un processus d'intégration à distance étant donné que d'habitude, ça se fait très généralement dans des contextes plutôt de coprésence. Bon, ce qui peut être intéressant, ce qui peut bien fonctionner, c'est la découverte virtuelle des activités des personnes du service ou des personnes de l'entreprise en fonction de la taille de la structure. Donc, ça nécessite quand même un petit travail de préparation, mais voilà, ça peut se faire sous la forme d'une web class de quelques minutes. Il faut éviter les formats qui dépassent une vingtaine de minutes parce que voilà, ça peut être aussi très sollicitant autant pour la personne qui regarde la web class que pour la personne qui va animer. Mais l'idée, c'est voilà, de donner une vue d'ensemble sur les activités et sur le qui fait quoi finalement au sein du service. Et c'est quand même bien plus intéressant et aussi bien plus ludique que le simple organigramme qui est évidemment essentiel, mais qui nécessite toujours une présentation en parallèle. Le processus d'intégration également, c'est mettre en place, on va dire, tout ce qui va être des planifications de rencontres entre le nouvel embauché et les personnes déjà en présence dans le service. Donc là aussi, tout dépend de l'effectif, mais soit on peut permettre à la personne de rencontrer virtuellement, soit à travers une conf call, soit c'est encore mieux à travers une visioconférence, les personnes qui, à partir d'aujourd'hui, vont composer son équipe. Chacun aura la main libre pour pouvoir s'exprimer sur son activité, sur ses contraintes de travail, sur ses exigences, échanger aussi des conseils pratico-pratiques. Et ça permet quelque part de commencer déjà à se découvrir et d'avoir le sentiment déjà qu'on fait partie d'un collectif, même s'il y a cette barrière que représente la distance physique.
L'intégration, c'est également prévoir un planning de tâches quand même assez précis des activités du nouvel arrivant sur une semaine. Donc, ça nécessite un travail supplémentaire de la part du manager parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir un calendrier presque à l'heure près des activités qui vont pouvoir composer la première semaine de travail du nouvel arrivant. Ça a plusieurs avantages. Pour le manager, ça permet quand même d'avoir un suivi détaillé de ce que est censé faire et finalement de ce que va être en capacité de faire la nouvelle personne qui intègre le service. C'est également la possibilité pour le nouvel arrivant quelque part de se sentir rassuré, de sentir qu'il est attendu et de sentir que quelque chose a été préparé pour lui malgré ce contexte compliqué auquel tout le monde finalement est exposé. Autre aspect qui n'est pas à négliger et qui dépend évidemment des organisations dont le nouvel arrivant va faire partie, organiser une demi-journée de visite des locaux lorsque cela est possible, donc en compagnie du manager de proximité, vraiment pour permettre au nouvel arrivant de découvrir les espaces de travail, de découvrir le bureau qu'il occupera peut-être demain à la sortie de la crise sanitaire. C'est important parce que ce type d'image va générer sur le plan psychique une certaine représentation et va vraiment donner le sentiment au nouvel arrivé que ça y est, il fait partie d'une nouvelle équipe, il est pleinement intégré dans l'entreprise et il est attendu. Ce côté de réassurance est aussi très important. Un autre élément qui peut être aussi intéressant, c'est mettre en place ce que l'on va appeler un kit du nouvel arrivé. Donc, très souvent, et ça existait déjà avant la crise sanitaire, les entreprises avaient tendance à préparer une sorte de petit package qu'on envoyait par voie numérique aux nouvelles embauchées avec l'organigramme, peut-être un trombinoscope représentant les personnes de son équipe, le règlement intérieur. Ce sont des éléments qui sont très intéressants. Moi, ce que je vous conseille pour plus d'impact, c'est de préparer ce kit et éventuellement de l'envoyer par la poste au domicile du nouvel arrivant quelques jours avant sa prise de poste. Alors, l'idée, c'est pas déjà de commencer à lui donner du travail, mais voilà, c'est de lui donner des choses qui vont être palpables, qu'il va pouvoir feuilleter lui-même avec éventuellement peut-être des supports qui ont été créés par l'entreprise ou par le service dans lequel il va être inséré pour lui faire toucher la réalité de ce que sera son travail au quotidien. Un autre élément qui fonctionne aussi plutôt bien et qui n'est à ne pas négliger en ce contexte de crise et de distance physique, éviter la distance sociale, c'est aussi permettre aux nouvelles embauchées d'être suivies par ce qu'on va appeler une sorte de tuteur, un parrain, qui va être là non pas pour lui permettre de découvrir ses activités, mais pour répondre à toutes ces questions pratico-pratiques qu'une nouvelle embauchée n'ose parfois pas poser à son manager ou n'ose pas poser à ses collègues directs. Très bien, merci. C'est très concret et c'est vrai que ça doit être vraiment essentiel pour un nouvel arrivant de se sentir désiré au niveau de l'accueil. Et vraiment, à titre personnel, j'aurais pas pensé à lui faire visiter les locaux, par exemple. Et c'est vrai que ça concrétise vraiment l'arrivée dans l'entreprise malgré le télétravail. Tout à fait. Alors, un autre sujet que nous souhaitions aborder, c'est le maintien de la motivation. Excusez-moi. Vous avez été très nombreux à utiliser également le terme de réactivité. Alors, on sentait peut-être des managers un peu angoissés qui se demandaient si leurs salariés étaient bien là. La situation perdurant et risquant de durer encore un bon petit moment. Quels conseils pouvez-vous nous donner sur ce sujet? Ça aussi, alors c'est une question qui est intéressante et qui est essentielle et à laquelle on a besoin de répondre quand on est manager. La question de la motivation revient déjà à la question suivante, comment gérer les espoirs à l'intérieur d'une équipe ou à l'intérieur d'un collectif de travail. Comment, lorsqu'on est manager, on fait en sorte que notre personnel se sente investi, motivé au quotidien, peu importe le contexte et peu importe finalement les exigences et les contraintes du travail. L'écoute active, la disponibilité du manager sont quand même des éléments qui vont rester déterminants.
Un manager qui a tendance à rester en retrait de ses équipes, c'est un manager qui va peut-être passer à côté de besoins, d'attentes particulières des membres de son équipe, attentes qui, elles, pourraient permettre d'augmenter leur motivation. Bon, la gestion des espoirs, de la motivation, c'est aussi quelque chose qui va être lié à la reconnaissance au travail. Bon, on sait qu'il y a plusieurs types de reconnaissance. On a évidemment tout ce qui relève de la reconnaissance financière. On a aussi tout ce qui va relever de la reconnaissance symbolique. Transmettre à un collaborateur la satisfaction qu'on a par rapport à une activité réalisée, transmettre à un collaborateur la satisfaction qu'on a parce que justement, il sait se montrer réactif, hein, pour reprendre les propos évoqués dans la question. Ça, ce sont des éléments pertinents et qui vont avoir un vrai impact. Bon, la réactivité, finalement, je pense que c'est important de s'interroger sur qu'est-ce qui relève de la réactivité. Qu'est-ce que ça signifie être réactif? Est-ce que ça signifie être en capacité de donner une réponse dès que, en tant que collaborateur, eh bien, on reçoit un appel téléphonique de la part d'un client ou de la part d'un prospect? Est-ce que ça signifie pouvoir déployer une intervention sur le terrain lorsque on nous appelle le matin et qu'on nous dit qu'on veut une intervention directement pour l'après-midi? Est-ce que la réactivité, c'est capable de gérer des imprévus? Peut-être que finalement, la réactivité, c'est tous ces éléments à la fois qui sont à prendre en compte. La réactivité, c'est aussi une question de capacité individuelle. Ça fait aussi partie des qualités de certaines personnalités dans le monde du travail où, face à certaines situations problématiques, face à des imprévus, face à des urgences, on va avoir des personnes qui sont davantage en capacité d'être plus réactives que les collègues. C'est important que le manager puisse être en capacité d'identifier les personnes de son collectif qui ont cette tendance à la réactivité, déjà dans des contextes de présentiel, pour voir comment ces personnes se comportent dans des contextes de distance et pouvoir éventuellement identifier l'écart entre les deux. Parce que c'est dans cet écart finalement que vont se trouver des leviers d'action sur lesquels le manager va pouvoir agir, soit pour maintenir la réactivité que les personnes avaient déjà en présentiel, soit pour pouvoir réajuster pour les personnes qui avaient de la réactivité en présentiel mais qui n'ont plus aujourd'hui, soit tout simplement pour y mettre de la réactivité en créant des choses spécifiques, peut-être en one-to-one avec des personnes qui n'étaient déjà pas réactives auparavant et qui ne le sont toujours pas aujourd'hui. D'accord, très bien. Merci, merci beaucoup. Et ce qui va un petit peu de pair avec la réactivité, c'est le suivi du travail effectué. Comment mettre en place ce suivi sans risquer ce que certains vont appeler le flicage dans leurs questions? Oui. Alors, c'est vrai que la question du suivi de l'activité, du suivi des tâches réalisées, c'est souvent mis en parallèle avec cette dimension de flicage, voire de surveillance. Dans l'absolu, de nombreux collaborateurs au sein des entreprises n'ont rien contre le fait d'être contrôlés. Sauf que le contrôle n'est pas assimilé à la surveillance ni au flicage, c'est pas tout à fait la même chose. Bon, ce qui peut être intéressant pour pouvoir finalement recueillir l'adhésion d'un plus grand nombre au sein de l'équipe, parce que finalement, c'est ça que doit être l'objectif proximal du manager, c'est de recueillir l'adhésion des membres de ce collectif pour faire en sorte que chacun accepte que son activité soit suivie et également évoluée. C'est de recueillir les attentes et les velléités de chacun et à partir de ce premier niveau de recueil, construire quelque chose qui permettra de répondre aux attentes du plus grand nombre au sein du collectif. Évidemment que dans une activité de travail, il y a des buts à atteindre, il y a des objectifs de production et les collaborateurs, à un moment donné, d'une certaine manière, s'attendent à devoir quelque part rendre des comptes à leur management, notamment de proximité. Il faut réussir à mettre en place les bons axes de développement, les bons indicateurs pour que chaque personne puisse accepter que son activité soit suivie sans pour autant être contrôlée. Bon, ça peut être évidemment les classiques tableaux d'activité qu'on va demander aux collaborateurs de remplir à la fin de chaque semaine de travail. Ça peut être intéressant, mais attention néanmoins à ce qu'on ne soit pas sur des activités prescrites. Parce que si c'est rempli à la fin de la semaine, généralement, un collaborateur, il ne se souvient plus exactement de ce qu'il a fait le lundi ou le mardi et c'est normal. Bon, l'idée étant qu'on puisse avoir un suivi de l'activité réelle. Donc, soit ça peut se faire au
au cours d'une réunion où le collaborateur, enfin le manager, excusez-moi, va interroger directement le collaborateur sur ce qui a été fait, sur ce qui est encore en cours, hein, éventuellement, et évidemment sans être dans une dynamique trop directive et sans trop d'injonctions. L'idée étant de donner envie au collaborateur de partager ce qu'il a réussi à faire, en étant toujours dans ce côté proactif, positif et en mettant en évidence pour le manager envers le collaborateur que l'activité qui est réalisée, ça participe finalement au processus, on va dire, global de production. Ça permet de répondre aux objectifs confiés par l'entreprise et c'est surtout quelque chose de positif pour le collaborateur. Dans la mesure où on apporte cette question du suivi de l'activité comme étant quelque chose de positif, on a davantage de chances de recueillir l'adhésion des collaborateurs. À l'inverse, quand on présente les choses de manière négative, on aura davantage de risques à ce que les collaborateurs envisagent ceci comme étant plus du contrôle et de la surveillance. Et c'est vrai que quand on tombe dans cette dimension du contrôle et de la surveillance, non seulement on n'a pas l'adhésion des personnes, mais en plus de ça, on va avoir des comportements qui risquent d'être réfractaires. Oui, parce que derrière, en plus, ces notions-là, il y a le problème de confiance qui se pose. Et quand un collaborateur a l'impression qu'on ne lui fait pas confiance, effectivement, la motivation est moindre. Alors, je me permettrai de rajouter également un élément pour rebondir sur votre phrase, c'est que il ne faut pas ignorer la manière dont le travail se passait en amont de toute cette période de crise et de toute cette période de télétravail. Si on est face à un collectif et à un fonctionnement, on va dire, plutôt sain, où il y a des échanges de qualité et une relation de confiance entre manager et managé, ce sera entre guillemets plus facile pour le manager de maintenir cette relation par la suite, même s'il y a toujours des ajustements à mettre en place. En revanche, sur une relation qui est déjà au départ dégradée avec un manque de confiance, il va falloir travailler beaucoup plus. Et bien souvent, le manager de proximité ne suffit pas à lui seul pour rétablir ce lien de confiance. C'est important qu'il puisse être aidé aussi, lui, par sa hiérarchie de proximité, de sorte à vraiment construire un modèle qui répondra à toute l'entreprise et qui ne soit pas que focalisé sur un service. Très bien, merci beaucoup. Se poser également des questions de charge de travail. Beaucoup de salariés nous disent qu'ils ont l'impression d'être bien plus surchargés de travail en télétravail qu'en présentiel. La charge de travail doit-elle être adaptée? Tout dépend de ce qu'on entend par adaptation. La charge de travail, de toute façon, doit toujours être régulée. Et ça fait partie du processus classique et presque normal du travail. Une activité, finalement, si on la regarde, n'est jamais lissée sur une droite. Il y a ce qu'on appelle des fluctuations de l'activité avec des périodes de surcharge de travail, des périodes, on va dire, de charge plutôt neutre et des périodes qui vont être de sous-charge. Là où il va y avoir un enjeu, notamment pour les managers, et pour le reste des personnels de direction, ça va être d'essayer d'anticiper le plus en amont possible sur la base d'indicateurs d'activité à quel moment vont survenir ce qu'on va appeler ces pics d'activité, c'est-à-dire ces situations de surcharge pour pouvoir les réguler. Donc, normalement, le télétravail qui, à la base, reste quand même une mesure d'organisation et une mesure de réalisation du travail qui doit être positive et qui doit permettre d'apporter tant à l'entreprise, au collectif de travail qu'aux collaborateurs, peut avoir des déviances. Dans certains cas, le télétravail, excusez-moi, peut être associé à ces situations de surcharge. C'est pour ça que c'est important de mettre en place des suivis d'activité parce que les suivis d'activité dont on parlait dans la question précédente vont aussi permettre justement de travailler sur ces indicateurs qui vont permettre d'anticiper les situations de surcharge de travail. Mais ce qui est important aussi, c'est d'être à l'écoute des collaborateurs. Est-ce que ceux-ci sont en capacité de verbaliser les situations de surcharge? Si oui, sur la base de quels éléments factuels? Le factuel est toujours très important parce qu'on va avoir la surcharge factuelle, objective, mais on va voir aussi tout ce qui va être surcharge de travail, on va dire, ressenti, attention, qui n'est absolument pas négligé parce que ça fait partie quand même de l'interprétation des collaborateurs, mais qui, on va dire, doit être traité par le management de manière différente. Donc,
Adapter la charge de travail sous un principe de régulation de l'activité, oui, mais en anticipant, en regardant à quel moment de la semaine, du mois ou de l'année on va pouvoir avoir des pics d'activité. On peut se baser sur les indicateurs de l'année précédente. Ça tombe bien, quelque part. Pendant l'année 2020, on était déjà dans cette période un petit peu hybride où on avait beaucoup d'organisations qui étaient à la fois en télétravail et en travail en présentiel. Donc, on peut déjà avoir une certaine forme de référentiel. Mais en tout cas, adapter la charge de travail juste dans une perspective d'adaptation sans indicateur et sans éléments factuels à la clé, ça n'aura pas forcément d'efficacité ni même de résultat pour les collaborateurs et pour les collectifs. Très bien, merci beaucoup. Abordons donc maintenant la manière dont on peut soutenir ces équipes à distance, être à leur écoute. Là encore, c'est un peu nouveau. Comment faire? Il y a l'un de nos internautes qui avait posé une question de manière concrète. Comment maintenir la porte ouverte alors qu'il n'y a plus de bureau, il n'y a plus de porte? Il y a beaucoup plus que ça entre le manager et son équipe. Alors, la formulation de cette question est très intéressante parce que quelque part, elle montre que dans beaucoup d'esprits, l'interaction entre les personnes devrait se passer dans un contexte de proximité physique ou de proximité géographique. Finalement, non. Ce qui est important, c'est pas d'être proche des gens sur le plan physique, mais c'est d'avoir cette proximité sociale qui permet aux interactions d'être de bonne qualité, qui permet d'identifier les personnes qui éventuellement vont être en situation difficile. Et pour reprendre les propos du participant, de laisser entre guillemets cette porte ouverte. Un conseil que j'ai à donner aux personnes qui participent à cette session de travail, c'est d'être à l'écoute de ce qu'on va appeler les signaux forts et les signaux faibles qui pourraient être le signe d'une dégradation des conditions de travail ou en tout cas une dégradation des conditions de bien-être au travail et de qualité de vie au travail des collaborateurs. Les signaux forts vont être représentés par des signes qui vont être manifestes, concrètement observables. Donc, par exemple, une personne qui, au fil des réunions Skype ou Teams, par exemple, a tendance à se replier de plus en plus sur elle-même, à ne plus participer, ou lorsqu'on va l'interroger, c'est une personne qui va donner très peu d'informations, alors qu'au préalable, notamment dans des contextes de coprésence, elle était plutôt disposée à partager des informations. À côté des signaux forts, on a tout ce qu'on appelle aussi des signaux faibles. Bon, là, c'est effectivement un peu plus compliqué parce que c'est toutes ces symptomatologies beaucoup plus latentes et beaucoup plus, on va dire, insidieuses qui va un peu gouverner les comportements, les manières d'agir et les manières de réfléchir de chacun. Mais il y a quand même des signes qu'un manager qui est à l'écoute et sait se rendre disponible va pouvoir identifier. Une personne qui va donner le sentiment à un manager, alors attention, oui, on est sur du ressenti, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, le ressenti est important. Donc, une personne qui va donner le sentiment à son manager d'avoir moins envie, d'être moins motivé, non pas de se désinvestir, mais de ne pas vouloir s'investir davantage. Ça peut être des signes. Alors, ça ne signifie pas que pris de manière isolée, ce sont des symptômes qui vont attester d'une dégradation ou d'un mal-être, mais c'est l'accumulation des signes dans le temps sur une période assez importante. Ce que je conseille aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est de garder un petit carnet avec vous et à l'issue éventuellement de vos réunions, soit en conf call, soit en visioconférence, voilà, de noter les mots-clés sur comment cette réunion s'est passée et versus sur qu'est-ce que vous attendiez, vous, de cette réunion, de sorte à pouvoir comparer la manière dont les réunions se passent dans le temps sur une période d'à minima 15 jours, c'est intéressant et ça peut aller jusqu'à 3 mois, voire davantage. Pourquoi? Parce qu'on le disait tout à l'heure, finalement, les points de progrès et les points de vigilance se trouvent dans les écarts. Donc, plus le temps va passer, plus vous allez pouvoir identifier si à la fois sur le plan individuel et sur le plan collectif, il y a des fluctuations. C'est une manière de laisser la porte ouverte aux personnes, d'être à l'écoute des signaux à la fois forts et faibles qui pourraient être le témoin d'une dégradation. Très bien, merci beaucoup.
Et quels conseils pouvons-nous donner aussi à des collaborateurs pour les aider à séparer vie personnelle et vie professionnelle? Puisqu'avant, il y avait une séparation géographique naturelle. Là, il y a une forme d'unicité de lieu. Tout se joue au même endroit, donc la confusion peut être plus grande. Pardon. Alors, ce lieu unique, dans le contexte qui est celui d'aujourd'hui, on va avoir du mal à aller à l'encontre. En revanche, on peut créer des barrières symboliques, psychologiques entre son environnement de travail et son environnement de vie privée. Même quand le collaborateur vit dans un tout petit espace, ça peut être un 20 mètres carrés, ça peut être beaucoup moins aussi. On peut très bien décider entre 8 heures du matin et 18 heures d'investir un espace spécifique de son habitation, même si c'est un tout petit espace, pour pouvoir y travailler, y poser son ordinateur, y poser un cahier, y poser son casque si on a besoin de faire des visioconférences, et de ranger systématiquement cet espace lorsque la journée de travail se termine. Le rangement de l'espace de travail n'est vraiment pas quelque chose à envisager de manière anodine. Pourquoi? Parce que quelque part, c'est ce qui permet de mettre un terme à la journée de travail. On est sur quelque chose de symbolique et c'est un petit peu ce qui, dans l'esprit des personnes, va s'apparenter au fait de quitter son bureau, comme vous pouvez le faire au préalable, lorsqu'on travaillait encore tous, en grande majorité en tout cas, dans des contextes de coprésence physique. Donc, investir un espace uniquement pour le travail, c'est quelque chose qui est important. Un autre aspect, c'est vrai qu'on ne cesse de le répéter, mais respecter les principes du droit à la déconnexion, ça aussi, c'est pas quelque chose d'anodin parce que il y a énormément d'organisations aujourd'hui, de managers qui font beaucoup pour les collaborateurs et qui rappellent ces principes du droit à la déconnexion, voilà, qui expliquent que quand on reçoit un mail en dehors des horaires de travail, il a été envoyé pour des raisons qui appartiennent à la personne qui l'envoie, mais par contre, la personne qui le reçoit n'est absolument pas tenue de le lire avant le démarrage de sa prochaine journée de travail. Donc, je pense qu'il y a aussi cette espèce, si vous voulez, de responsabilisation de chacun où il faut vraiment s'astreindre à ce que, voilà, on ferme notre ordinateur ou notre cahier à 18 heures, on passe sur une autre sphère de notre vie. Le téléphone professionnel, si on a besoin de le laisser allumé parce que quelque part ça rassure et parce qu'on n'a pas envie non plus d'avoir un stress supplémentaire, pourquoi pas le laisser allumé, mais à ce moment-là, le mettre en silencieux. Mais vraiment, voilà, mettre en place un certain nombre de rituels pour que peu à peu, on revienne dans cette séparation, même si elle est très mince, entre vie privée et vie professionnelle. Un autre aspect qui peut aider, mais c'est également propre à chaque type d'organisation, pour les personnes qui en ont la possibilité et là où c'est permis, peut-être revenir une demi-journée par semaine ou une journée par semaine sur le lieu de travail au sein de l'entreprise pour maintenir ce lien, je dirais, presque physique, presque palpable avec son ancienne organisation et essayer de se créer des schémas mentaux que ensuite on va pouvoir rapatrier sur notre nouveau lieu de travail qui est souvent en ce moment en tout cas le domicile. Tout à fait, merci. Alors, le temps file à toute allure. Il nous reste 7 minutes pour aborder la fin de cette webconférence. Donc, il nous faut parler aussi des différents outils de communication, justement aussi pour maintenir la sphère privée, vie privée, vie pro. L'email, le chat, la visio ou le téléphone sont plus ou moins invasifs dans la sphère privée. Quel outil de communication privilégier dans quelles circonstances? Alors, je pense qu'avant de s'interroger sur quel est l'outil de communication à privilégier en fonction des circonstances, c'est important de rappeler que là aussi, il y a cet aspect de responsabilisation individuelle, mais également quelque part presque un aspect d'éducation aux outils de communication. Communiquer à travers des outils, c'est bien, mais les outils finalement restent que des moyens de communication. La communication, c'est d'abord des contenus, c'est d'abord des mots qui vont être créés, choisis de manière aussi assez méticuleuse et qui vont permettre de faire passer des messages.
En fonction de l'importance du message à faire passer, on va choisir un outil de communication plutôt qu'un autre. Si c'est une information extrêmement importante et que on va avoir du mal à attendre la réponse écrite de son interlocuteur, le téléphone peut être privilégié. Si c'est une information qu'un manager a besoin de transmettre aux 15 membres de son équipe, bon, bah, à ce moment-là, passer par le chat ou passer par le téléphone, c'est peut-être pas la chose la plus appropriée. Peut-être qu'un mail bien expliqué, bien circonstancié, ça peut être intéressant et surtout, ça permettra à tout le monde d'avoir au même moment le même niveau d'information. Autre aspect, j'attire votre vigilance sur la question du chat qui est extrêmement plébiscité depuis des mois, notamment depuis le premier confinement qu'on a tous vécu l'année dernière. Ça peut être intéressant, mais n'oublions pas que le chat est souvent utilisé en parallèle de la réalisation d'autres activités. Donc, il y a plein de situations où les collaborateurs vont se trouver dans ce qu'on va appeler justement des situations de double tâche, où ils vont être en train de lire un document, peut-être de répondre à un mail, de répondre à un chat en même temps ou de suivre une visioconférence. Donc, le chat n'est pas toujours adapté. Au-delà de ces aspects, le chat en tant que tel, dans la mesure où on est quand même sur une messagerie instantanée, peut générer du stress et une certaine angoisse chez les collaborateurs qui seront peut-être un petit peu moins à l'aise avec l'outil informatique, qui vont rédiger moins vite, qui vont taper moins vite sur le clavier que certains de leurs collègues et donc risquer aussi de passer à côté de l'information. L'objectif étant que pour choisir l'outil le plus adapté, il faut vous interroger sur quelle information vous voulez faire passer, à combien de collaborateurs cette information se destine-t-elle et finalement, quel est le niveau d'importance de cette information. Si vous voulez éviter toute déperdition d'informations, faites en sorte d'éviter notamment de passer par le chat. Si c'est une information à transmettre tout de suite à une seule personne, le téléphone est à préférer. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va aborder rapidement aussi les réunions par visio, qui sont une grande nouveauté. Comment s'assurer de la prise de parole de tout le monde. Et l'autre énorme frustration, c'est que souvent, on ne se rend pas compte que quelqu'un a quelque chose à dire et c'est seulement après, via un chat justement ou un appel qu'on se rend compte que que oui, il y avait une intervention qui aurait pu être pertinente pendant la réunion, mais on ne l'a pas perçue. Donc quelles Alors déjà, petites astuces pourriez-vous nous donner? moi, ce que j'ai tendance à conseiller, dans la mesure du possible, c'est d'éviter les visioconférences à plus de 15 participants. Pourquoi? Parce que ça devient très difficilement gérable, surtout si on n'est pas que dans de la descente d'informations. Si maintenant on est uniquement dans la descente d'informations, qu'on n'a que l'animateur qui parle, comme c'est le cas par exemple dans le cadre d'un webinar et qu'il y a peu d'interaction, pourquoi pas? Si maintenant on est sur une réunion de travail qui vise à produire, mieux vaut réduire le groupe et à la limite faire 2 sous-groupes. Bon, ce qui est essentiel au tout démarrage de la réunion, déjà, c'est que l'animateur puisse présenter vraiment de manière claire, mais aussi concise, les objectifs. Ensuite, dans un second temps, faire un tour de table virtuel avec le recueil des attentes de chacun. Pourquoi? Parce que, évidemment, l'animateur de la réunion aura constitué un programme auquel il va essayer de se fier, mais recueillir les attentes, ça permet aussi d'adapter le discours et d'être sûr de pouvoir correspondre aux besoins de chacun et éventuellement d'identifier les questions particulières de certaines personnes qui ne pourraient pas être traitées et de leur glisser un mot en leur disant bon, voilà, telle question n'a pas pu être abordée pour telle raison. Par contre, il y a un autre espace où on va pouvoir aborder cette question. En tout cas, c'est pas mis de côté. C'est important. Le recueil des attentes est vraiment quelque chose de primordial, qui n'est pas fait que pour permettre à chacun de commencer à prendre la parole, mais qui est surtout fait pour pouvoir donner un fil directeur, un fil rouge à cette réunion. Autre aspect, c'est important que les temps de réunion soient maîtrisés. Donc, c'est-à-dire que si on s'accorde au départ sur un temps de réunion d'1 heure, admettons une fois tous les lundis matins, c'est important de pouvoir s'y tenir et d'éviter que ça déborde. Même un débordement de 10 minutes, un quart d'heure peut être extrêmement stressant, extrêmement angoissant pour certaines personnes, surtout si elles ont un planning assez chargé par la suite. La visioconférence, c'est très bien, à condition de mettre en place un certain nombre de règles qui sont connues, mais également partagées par tous les participants à la visio. Très bien, merci beaucoup.
Et enfin, nous terminons donc par notre question qui vise à préparer le futur, même si ce futur semble s'éloigner encore plus de nous en ce moment. Le retour dans l'entreprise, comment préparer les salariés à ce retour et comment les aider à affronter leurs craintes. Je pense entre autres aux grandes villes avec l'appréhension des transports en commun, par exemple. Alors, il y a plusieurs manières de faire. Alors, déjà, c'est important de contextualiser la reprise du travail dans les locaux. Dans quel contexte précis cette reprise se fait? Et je ne parle pas du contexte à proprement parler sanitaire, mais plutôt du contexte organisationnel. Dans quelle situation l'entreprise se retrouve au moment de la reprise? Est-ce qu'on est dans un contexte de réorganisation? Est-ce que l'entreprise vise à remettre exactement les processus de travail en place comme c'était le cas en janvier 2020, par exemple? Est-ce qu'on part sur complètement autre chose? C'est important d'avoir ces éléments-là déjà au départ. C'est important que, quelles que soient les décisions qui sont prises, celles-ci puissent être communiquées, alors évidemment dans la mesure du possible, aux collaborateurs pour qu'ils puissent avoir un minima, un niveau d'information lorsqu'ils vont revenir dans les locaux. Autre aspect, c'est de permettre aux collaborateurs d'avoir un espace de décompression, notamment sur le plan psychologique, pour que chacun puisse faire part, éventuellement de ses craintes, de ses angoisses. Donc, ça peut être la reprise des transports en commun, ça peut être d'autres choses en lien avec l'aspect de contagion de la Covid-19. Ça peut être le fait de se retrouver à nouveau dans un bureau avec des collègues, alors que jusqu'à présent, voilà, il y avait ce côté qui pour certains est assez rassurant de travailler seul chez soi. Donc, cette soupape de décompression est importante à mettre en place. Donc, ça peut se faire sur la base de cellules d'écoute psychologique, de lignes d'écoute. C'est important aussi que le manager puisse montrer sa disponibilité à ses collaborateurs. Alors là aussi, on va être dans un investissement encore plus important que ce qui existe déjà pour le manager, mais quelque part, c'est essentiel parce que ça aussi, ça va participer à la cohésion de l'équipe, à la cohésion du collectif de travail. Préparer le retour dans les locaux, ça peut être aussi permettre par petits groupes de revenir passer une journée par semaine dans un premier temps, après 2 journées par semaine, etc., avant de passer d'une période de complet télétravail à une période de complet en présentiel. Donc ça, c'est important pour éviter que finalement le changement ne soit trop brutal. Un autre aspect, accompagner ce changement de sorte à ce que ça corresponde à l'activité des équipes. Je vais prendre un exemple. Si on est sur une équipe composée à la fois de personnes qui sont sédentaires versus des personnes qui vont avoir une activité peut-être de commerciaux qui vont passer beaucoup de temps sur le terrain, c'est de donner des réponses particulières à chacune de ces catégories de métiers. Il faut vraiment tenir compte des spécificités des équipes, de l'émulsion collective à l'intérieur des équipes, mais aussi surtout de ce que souhaite chaque personne. Ça ne signifie pas que les souhaits de chacun seront satisfaits, mais en tout cas, au moins, ils seront entendus. Et finalement, la priorité, c'est d'entendre ce que chacun souhaite avant de pouvoir envisager des solutions qui permettront de répondre aux besoins du plus grand nombre. Merci beaucoup. Voilà, donc on a terminé avec quelques minutes de retard, je m'en excuse. J'espère que ce format vous aura plu et que vous avez obtenu réponse à vos questions. N'hésitez pas à contacter Madame Ittinger pour des problématiques plus particulières que vous pourriez rencontrer dans vos entreprises. J'invite également les élus à nous rejoindre dans nos groupes privés sur Facebook et sur LinkedIn, où nous pourrons continuer les échanges. Mes collègues vous transmettent en ce moment les liens sur le chat. Donc, merci encore Madame Ittinger d'avoir accepté d'animer cette webconférence avec moi et je vous dis au revoir. Merci beaucoup, c'était à nouveau avec plaisir. Merci à tous pour votre attention. Donc merci à tous effectivement d'avoir assisté à cette webconférence. N'hésitez pas à vous abonner à nos newsletters pour être informé de nos futures webconférences. Au revoir et prenez soin de vous. Au revoir.